Bien, donc moi je vais vous dire quelques mots sur la collaboration entre recherche et entreprises dans le domaine de l'écologie industrielle et territoriale. Alors je ne sais pas du tout à quel point vous êtes familier avec ces sujets et je ne vais pas vous faire l'offense d'y passer 107 ans, mais en gros ce sur quoi je voulais insister, c'est sur le fait que dans cette affaire d'écologie industrielle et territoriale, on se rend compte qu'on est dans des domaines, des problématiques qui sont à la fois des problématiques de recherche, donc qui sont celles qui me concernent plutôt, et des problématiques d'action. En termes de recherche, les questions qu'on se pose, par exemple, ce sont des questions de caractérisation des interactions entre société et biosphère. Donc ça, c'est... on peut se dire, oui, quel rapport avec l'entreprise et quel rapport avec l'action. Des questions d'analyse dynamique des systèmes socio-écologiques, d'analyse des flux de matière et d'énergie, alors j'enlève économie de fonctionnalité, et finalement d'approche interdisciplinaire des déterminants de ce qu'on appelle le métabolisme territorial, c'est-à-dire les flux de matière et d'énergie qui sont échangés entre les sociétés et la biosphère. Donc ça, ce sont des questionnements scientifiques sur lesquels on peut discuter, théoriser, écrire, travailler pendant des années si on veut. Puis du côté de l'action, on se rend compte qu'il y a des problématiques qui sont très voisines, quoique exprimées de façon complètement différente, qui concernent par exemple la comptabilité matérielle, donc qui était une question très importante aujourd'hui, qui est mise en balance avec la comptabilité économique, qui demande la formalisation d'indicateurs qui permettraient de définir qu'est-ce que c'est que la matérialité des sociétés en relation avec la problématique des ressources rares, qu'est-ce que c'est que le développement économique dans ce contexte de ressources rares et de changement de l'environnement, qu'est-ce que c'est que la transition écologique ou énergétique, qui est la grande tarte à la crème des politiques publiques aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la problématique de la relocalisation, du verdissement de l'économie. Donc tout ça, ce sont des expressions que l'on trouve plutôt dans le domaine de l'action, dans le domaine des politiques économiques, des politiques publiques, qui en fait entrent tout à fait en écho avec des problématiques de recherche, mais qui ne sont pas forcément connectées dans les faits avec celles-ci. Et finalement, on se rend compte qu'à la fois du côté de la recherche et du côté de l'action, il existe des champs en construction qui sont ce qu'on appelle parfois l'écologie industrielle. Donc on a vu apparaître, on a vu l'expression écologie industrielle et territoriale apparaître dans la feuille de route environnementale, donc écologie territoriale, économie de fonctionnalité, et puis économie circulaire, qui est notre dernière tarte à la crème, qui en fait, alors là pour le coup, est une expression extrêmement intéressante parce qu'elle prend un contenu aujourd'hui dans le domaine de l'action et des politiques publiques, alors qu'elle n'a aucun contenu scientifique, puisque économie circulaire en sciences, si je puis dire, c'est la traduction de circulaire économie qui veut dire écologie industrielle en Chine. Quoi qu'il en soit, on voit émerger un certain nombre de projets qui vont associer des chercheurs et puis des entreprises, alors qui sont souvent des entreprises de petite dimension, qui peuvent être même des auto-entrepreneurs, qui vont mettre en œuvre des projets relatifs à ces questions donc, de flux d'énergie, de flux de matière, de relocalisation des activités. Et je vais vous en donner 2 ou 3 exemples pour illustrer ça, et illustrer en quoi cette collaboration se met en place. Un premier exemple, c'est la région Bourgogne, qui veut avoir une connaissance donc, de sa matérialité. Qu'est-ce qu'elle consomme comme matière chaque année pour faire fonctionner son économie, pour nourrir ses habitants, etc. etc. De mon côté, il se trouve que j'ai développé une approche méthodologique, pas très compliquée, parce que j'aime pas faire des choses compliquées, mais enfin, elle existe, qui permet de réaliser un bilan de matière, donc de quantifier cela. Mais mon travail, ça n'est pas de passer mon temps à faire des bilans de matière, puisque c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse éventuellement, c'est de comparer des bilans, mais pas forcément d'en produire sans arrêt. Et donc, on s'est associé avec la région Bourgogne et un auto-entrepreneur qui, lui, en gros, s'est emparé de la méthode et l'a appliquée à la région Bourgogne parce que lui, il a pu travailler avec cette région. C'est quelqu'un qui a aussi pas mal l'habitude de la médiation avec les acteurs locaux. Et finalement, à la fin, eh bien, le bilan sort et il est finalement la coproduction de la région, enfin de l'Agence de l'environnement de la Bourgogne, de cet auto-entrepreneur et puis de moi-même. De là, on est passé à une étape supérieure, l'idée étant que ces bilans de matière, on aimerait bien qu'ils soient plus répandus.
Encore une fois, moi, mon intérêt là-dedans, c'est plutôt d'avoir une multitude d'études de cas que je pourrais comparer pour essayer de mieux comprendre ce que c'est que la matérialité des territoires. Eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est associé, donc les 3 premiers, avec le ministère de l'écologie pour produire un guide méthodologique qui va permettre à ceux qui le voudront de réaliser ce type de bilan. Mais dans cette perspective, finalement, on a vraiment une collaboration qui fait qu'on arrive à cette production. Un autre exemple que l'on rencontre assez fréquemment dans le domaine de l'écologie industrielle, c'est que l'écologie industrielle, donc, qui consiste à la base spécifiquement à essayer de créer des symbioses industrielles et en gros d'appliquer l'adage « il faut que les déchets d'une entreprise deviennent les matières premières d'une autre », est en fait très relié à une entrée par l'ingénierie. C'est-à-dire que finalement, l'écologie industrielle est quelque part une forme de génie chimique un peu particulier parce qu'il s'agit ces symbioses. Le problème de cette ingénierie, c'est qu'elle bute avec ce qu'elle appelle en permanence le facteur humain. Alors bien entendu, quand on vient des sciences sociales et quand on entend dire les synergies, les symbioses industrielles ne fonctionnent pas à cause du facteur humain, on saute au plafond en disant non mais c'est quoi ce facteur humain, d'où l'avez-vous sorti? Et c'est là qu'on peut arriver, c'est souvent ce qui se passe, à monter des projets collaboratifs avec des structures qui sont spécialisées dans la comptabilité matérielle et puis des laboratoires de recherche qui vont être plutôt spécialisés dans l'analyse des jeux d'acteurs par exemple, qui vont permettre de mieux comprendre ce qui intervient ce qui peut bloquer, par exemple, la mise en œuvre d'une synergie industrielle et que la seule expression facteur humain ne pouvait pas permettre de comprendre, voire de contourner. Donc voilà, c'était des exemples extrêmement rapides. Et pour terminer, c'est vrai que là, on est vraiment dans un secteur qui est en train de se transformer assez rapidement, à la fois dans le domaine de la recherche et dans le domaine de l'action, de façon assez simultanée. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant et qui est tout à fait stimulante. Et je vous remercie. Je suis très heureux d'être là. C'est vraiment des choses très intéressantes qui se trament. Je suis d'accord avec Hervé Zwirn, c'est important de renforcer les interactions entre nos différentes communautés. Alors, je travaille au CNRS, je suis directeur de recherche au CNRS. Je dirige aujourd'hui une UMR SHS, géographicité. Sabine Barle en fait partie. Et j'ai également dirigé les années précédentes l'Institut des systèmes complexes, dont la direction actuelle, David Chavalarias, est au fond de la salle. Vous pourrez discuter librement avec lui à la fin de la session, qui lui est beaucoup plus interdisciplinaire et qui effectivement met en relation des disciplines, des chercheurs qui travaillent et des entreprises qui travaillent sur des problématiques systèmes complexes. Alors j'ai fait évoluer mon petit pitch dans la mesure où j'ai fini par comprendre en interagissant avec Hervé que le focus initial sur grandes entreprises, Orange, RATP, c'était pas forcément très pertinent à l'échelle de cette journée. Il valait mieux quelque chose de plus large, incluant des PME, et aussi me concentrer sur des façons d'opérer et d'interagir avec ces différents partenaires. C'est pour ça que j'ai recentré sur quelque chose de plus général sur les approches géographiques des systèmes complexes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la géographie ou qui croient ou pensent savoir que la géographie c'est celle qu'on enseigne dans les lycées, il faut partir d'un a priori, c'est que la géographie à l'université n'a quasiment rien à voir avec celle qu'on enseigne dans les lycées. Évidemment, l'université contribue à former des enseignants dans les lycées et les collèges, mais la recherche en géographie, vous l'avez vu avec Sabine Barle, est très très différente de ce qu'on peut apprendre dans les cycles précédents. Donc de manière assez générale, les géographes travaillent beaucoup sur les systèmes complexes. Pourquoi? Parce qu'ils sont amenés à réfléchir sur les comportements des sociétés humaines en interaction avec leur environnement. Donc évidemment, on est ici à l'échelle des comportements individuels, mais ce qui intéresse le géographe, c'est de passer à l'échelle, de savoir qu'est-ce que toutes ces interactions et ces comportements individuels peuvent donner quand les sociétés, évidemment, créent des choses collectives, sachant que l'émergence de formes d'organisation ne renvoie pas forcément à l'idée qu'il y a un chef d'orchestre qui dit tout le monde doit se comporter comme ça. Vous voyez, la ville n'est pas créée uniquement par le maire et son équipe. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont relativement indépendantes de ces actions-là. Et évidemment, le géographe, c'est une de ses particularités, il travaille à toutes les échelles géographiques avec l'idée que ce qui se passe à un endroit dépend très largement de ce qui peut passer à d'autres endroits, à d'autres échelles. Et la difficulté, c'est de mettre tout ça en relation. Alors quand on travaille avec des entreprises ou des collectivités, évidemment, et là c'est une illustration de ce que disait Hervé Zwirn tout à l'heure sur l'idée que la recherche est un petit peu à la frontière des connaissances. Vous voyez l'image du fourmilier. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les questions qu'on peut se poser dans des contextes dans lesquels les façons de faire habituelles ne sont pas forcément les plus opérantes, parce qu'on est dans un contexte complètement différent. Donc ça nous intéresse. Et puis aussi l'idée de faire ce qu'on appelle de l'expérimentation sociale, qui est largement interdite, vous le savez, dans nos pays. Et donc la modélisation et la simulation permettent
de faire de l'expérimentation. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et tout à l'heure, vous aurez une présentation sur OpenMall, qui est une plateforme informatique qui permet de généraliser l'expérimentation, notamment l'expérimentation sociale, via des modèles. Voilà. Alors, très rapidement, je passerai moins de 30 secondes par slide, des exemples. J'ai commencé à travailler avec les entreprises en thèse, parce que je suis issu du monde CIFRE. Donc, à l'époque, j'ai travaillé dans un contexte qui était béni pour moi. J'étais un pur produit de l'université française, j'étais géographe. Et c'était un projet de recherche qui était porté par un CNRS, Didier Josselin, qui croyait beaucoup qu'on pouvait faire évoluer les modes de transport urbains vers quelque chose de beaucoup plus individualisé. Donc s'adapter beaucoup plus à la demande, ce que le transport public ne fait pas de façon assez naturelle. Et donc il avait réussi à convaincre Keolis, qui est un gros groupe qui fait du transport public à la demande, de s'investir dans ce projet. Donc c'était un projet qui était porté par le ministère, un projet prédit de recherche avec un financement CIFRE. Donc c'est un peu la grosse industrie. Et pendant 4 ans, on a travaillé tous ensemble et on a pondu un logiciel qui s'appelle Rezad, qui aujourd'hui est exploité par une start-up qui s'appelle Prendransoft. Et on a mis en place un système de transport à la demande sur Besançon avec un réseau local de Keolis. Donc là, c'était un petit peu la voie royale pour faire du partenariat industriel. C'était fabuleux. C'est rarement aussi simple que ça. Ensuite, ça m'a amené à collaborer avec des entreprises complètement différentes. L'Organisation mondiale de la santé, c'est un petit peu à cheval sur le public et le privé. Et c'est une grosse activité de consulting. Et ça fait partie de ces entreprises qui sont amenées à dire des choses, et notamment à énoncer des normes, un peu le yaka faucon, c'est très technocratique, avec très peu de capacité d'expertise en interne. Donc eux utilisent beaucoup les expertises extérieures. Et là, une des questions qui était posée par l'Organisation mondiale de la santé, qui travaillait sur un problème particulier en Sicile d'exposition à des risques pétrochimiques, avec une centrale qui partait dans tous les sens, c'était est-ce qu'on est capable d'estimer l'exposition des populations locales aux risques industriels. Donc là, ils nous ont sollicité pour qu'on mette en place toute une méthodologie de création de données dans un environnement, c'est quasiment l'Afrique, dans cette partie-là de la Sicile, il n'y a rien. Donc il faut réussir à créer de l'information et en même temps, il faut généraliser, il faut faire des modèles, il faut faire de la simulation. Sachant qu'il y avait beaucoup de problèmes, notamment liés à la mafia. Et donc, vous voyez, on peut travailler aussi dans ce genre de contexte qui est très différent du contexte précédent. Autre cas de configuration, cette fois-ci avec la RATP. Et là, cette fois-ci, c'est la RATP qui vient nous voir en disant on aimerait bien mieux comprendre la façon dont les usagers se comportent dans les stations de métro. Sachant qu'aujourd'hui, on n'a aucune connaissance. On a beaucoup d'expertise très localisée, on a des ethnologues qui travaillent avec nous, des anthropologues, des gens qui font de l'observation, on a des ingénieurs, mais on est incapable de dire comment ça se passe, on est incapable de dire combien de temps il faut pour évacuer une station, combien de personnes on peut mettre dans un matériel roulant, dans une rame de métro. Ça peut paraître surréaliste, puisque c'est fait a priori, c'est fabriqué par l'homme, il devrait tout maîtriser. Ben non, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent interférer avec des évaluations simples. Et donc là, ce que vous voyez, ce sont des exemples de ce qu'on appelle la simulation multi-agent, c'est-à-dire des modèles dans lesquels on cherche à représenter chaque individu avec ses comportements en interaction avec les autres et avec son environnement. Et là, évidemment, ce qui nous intéresse, nous, c'est de construire des modèles avec les ingénieurs et les gens qui connaissent le problème à la RATP. Il ne s'agit pas d'arriver en disant « donnez-moi un petit peu votre problème, je vais résoudre votre problème ». C'est pas du tout ça. On peut avancer dans votre problème si on le construit ensemble, et pour ça, il faut évidemment créer des moyens humains et technologiques qui permettent à tout le monde de contribuer au problème, et pour ça, de comprendre un petit peu ce qui se passe et ce qu'on est en train de faire. Donc c'est des simulations à l'échelle, on simule des comportements, des centaines d'individus, dans des trains entiers, qu'est-ce qui se passe quand les gens sortent, rentrent, etc. Ce qui permet de dimensionner un petit peu les échanges, l'aménagement des quais, tout ce que vous voulez. Même chose, cette fois-ci avec toute petite boîte, 5 personnes, cabinet d'architecture, qui cherchent à répondre à un appel d'offres à la Cité des Sciences de la Villette, et qui est incapable d'être compétitif par rapport à des gros bureaux d'études comme ceux de la SNCF, qui eux ont une armada logicielle derrière, et pourtant ils ont besoin de le faire. Et donc là on travaille avec eux, et là c'est plutôt opération coup de poing. En un mois, il faut être capable de faire le modèle, et donc là c'est une Ready-Made plus la Sofres, c'est-à-dire créer les informations, les modéliser, faire les simulations, et faire des estimations en fonction de différents scénarios. Enfin, pour finir, grand groupe comme Orange, effectivement, Big Data, on ne sait pas réellement ce qu'on peut faire de notre donnée de téléphonie mobile, notamment sur la capacité qu'on aurait à se positionner sur le domaine des opérations urbaines. On a plein de choses, on ne sait pas trop ce que ça vaut. Est-ce que vous pouvez nous aider à aller plus loin ? Et donc ça passe en général par un travail beaucoup plus long. Donc là, ça passe par des tests CIFRE notamment. Je crois beaucoup aux tests CIFRE parce que c'est une façon effectivement déjà de diffuser la culture du partenariat dans le monde de la recherche. Ça permet de sensibiliser les entreprises à des modes de fonctionnement un petit peu différents. Et puis ça permet vraiment d'avoir des gens qui connaissent de manière fine les problèmes posés et pas simplement d'avoir une approche un petit peu extérieure. On reste en surface et puis on a l'impression de résoudre des problèmes alors qu'on fait le plus souvent que les effleurer. Voilà.
Bonjour, je vais vous présenter un travail que j'ai réalisé avec David Chavalarias, le directeur actuel de l'Institut des systèmes complexes. Donc, je suis chercheur contractuel au CNRS. Et donc, je vais vous présenter comment les méthodes scientifiques qui nous permettent de faire des états de la littérature assez complets et dynamiques de l'évolution de la science peuvent vous servir pour faire une veille stratégique pour des PME, des entreprises, des différents groupes, de différentes tailles. Et voici un exemple, un cas pratique réalisé pour l'Agence de développement de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc il s'agissait précisément de faire une veille pour présenter l'ensemble de l'histoire, des publications scientifiques à la fois dans différents domaines, pour présenter... Oula, c'est quoi cette phrase? Donc... c'était sur le sujet dématérialisation et environnement, donc un sujet assez complexe. Quel est l'impact de toutes ces technologies de l'information et de la communication sur notre environnement? Donc à partir d'un sujet aussi large, il s'agissait de recenser toutes les publications publiées dans la science, dans les blogs et dans la presse. D'accord ? Donc assez large. Et donc on a travaillé en collaboration avec les experts de l'ADEME. Et donc voici le problème. Donc on parle souvent de big data, et là on a un amoncellement de microdata, donc avec différents niveaux de granularité en termes temporels. Donc vous avez des données qui sont à l'échelle de la seconde, des données à l'échelle de la minute, et nous on va se concentrer plutôt sur les échelles ici, en fait, sur l'heure, le jour, les publications publiées au niveau mensuel, voire au niveau annuel. Donc, ce sont principalement, on a réalisé une extraction de l'ensemble des pages, des blogs publiés sur dématérialisation environnement, l'ensemble des pages des articles publiés dans la presse et l'ensemble des articles à partir des résumés publiés dans la science. Et donc, avec une analyse, en fait, on a extrait, donc on a des données qui sont numérisées. On réalise une analyse statistique pour extraire les contextes des termes, et ensuite, en fait, on réalise un peu ce qu'on pourrait représenter comme un plateau de jeu, le jeu de Go, je ne sais pas si vous connaissez, donc ce n'est pas le jeu d'échecs, c'est un jeu de Go. On positionne différents points sur des territoires. Donc là, on essaie de représenter différents territoires d'information, et donc qu'il s'agit d'appréhender par les différents experts, puisque justement, à partir des différentes cartes qui ont été réalisées, nous avons réalisé des outils d'exploration mis à disposition des experts. Et donc nous avons réalisé, puisque je viens de la sociologie, des entretiens d'explicitation, des entretiens réflexifs, justement pour voir comment ces experts interprétaient ces cartes et organiser des débats autour de ces cartes-là. Donc voici un peu le type d'outils d'exploration. Donc il faut imaginer une carte. On peut zoomer sur une des parties et on voit les interactions entre les différents champs et les différentes thématiques publiées sur les sujets. Donc, pour vous faire comprendre, on utilise souvent des moteurs de recherche qui ont une certaine politique de l'algorithme qui oriente la lecture et qui hiérarchise l'information. Là, l'idée, c'est de ne pas vous donner, par le biais d'un argument d'autorité, quand bien même serait-il scientifique, vous donner l'information la plus pertinente selon notre propre algorithme, mais c'est justement de vous cartographier l'ensemble des informations pour que vous puissiez vous prendre la meilleure des décisions. Donc à partir de là, par exemple, on veut se concentrer sur une partie de la carte, sur le télétravail. On sélectionne, vous avez une espèce de loupe. Vous cliquez, vous sélectionnez l'ensemble des nœuds, vous voyez toutes les interactions qui existent autour de ces différentes thématiques. Vous avez les différents articles les plus pertinents qui apparaissent sur la gauche. Vous cliquez sur ces hyperliens, vous avez l'ensemble du résumé. Vous pouvez faire une requête un peu plus intelligente et parcourir votre réseau de connaissances à partir de cette carte-là. Ça, c'est sur la science, mais on l'a fait sur les blogs, on l'a fait aussi sur la presse, de manière à faire apparaître de manière comparative les différentes informations stratégiques, puisqu'on s'est rendu compte que c'est à la marge des champs qu'apparaissent les informations stratégiques. Et par exemple, on a pu faire apparaître, alors là c'est une phylogénie, le concepteur est David Chavalarias au fond de la salle, si vous pourrez lui poser des questions sur la méthodologie exacte. Mais en gros, vous avez ici un arbre hiérarchique, une première branche et les sous-branches des différentes thématiques
pour voir comment elles se fusionnent ou s'éclatent en différentes sous-thématiques. Donc là, c'est en fait un axe temporel, donc les premières années ici de notre corpus vers l'actualité ici. Donc l'intérêt de ce genre de type de graphique, c'est que vous pouvez voir une hiérarchisation des différentes thématiques, mais aussi des différents domaines d'expertise. Et on s'est rendu compte qu'avec l'ADEME, donc l'organisation des experts en certaines équipes, on se rendait compte qu'il y avait de nouvelles thématiques en émergence qui étaient à la frontière des domaines d'expertise existants aujourd'hui. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un mail, ou maintenant. Merci. Des questions? Bonjour, vous dites que vous ne faites pas comme Google qui va faire du scoring pour dire qu'est-ce qui est plus important à voir. Bon, mais dans vos cartes, vous avez des points plus gros et d'autres plus petits. Est-ce que psychologiquement, ça n'induit pas à une personne d'aller voir? Est-ce que vous avez testé sur les usages? C'est exactement pour ça que en fait, les cartes ont été remises aux experts, à l'interprétation et soumises à des entretiens d'explicitation. Donc on parle de sociologie des usages. Donc je ne les ai pas filmés, je n'ai pas fait d'eye tracking, mais j'ai réalisé des entretiens d'explicitation et réflexifs avec les experts pour justement voir où étaient les biais cognitifs à l'interprétation de ces cartes, où justement là où elles orientaient dans un sens alors qu'elles ne devraient pas en toute rigueur méthodologique. Voilà. Bonjour, donc je m'appelle Mathieu Leclerc, je viens vous parler de la plateforme de l'application OpenMall. Alors on est deux essentiellement à travailler sur cette application, donc moi-même qui suis ingénieur de recherche et Romain Reuillon qui est au fond de la salle, qui est chercheur. On travaille, comme vous avez pu l'entendre, par ailleurs beaucoup en interaction avec l'UMR Géographicité, donc l'Institut des systèmes complexes et géographicité. Donc on est deux laboratoires on s'aime beaucoup, donc on travaille beaucoup ensemble. Et on est financé dans le cadre de l'URC Geodiversity. Voilà, donc OpenMall, ça a commencé il y a 6 ans à l'Institut des systèmes complexes. Et comme vous en a parlé Arnaud juste avant, on fait beaucoup de modélisation. Donc, je ne vous réexplique pas pourquoi on fait de la modélisation, parce qu'il l'a très bien expliqué. Le triangle habituel qu'on a pour la modélisation, c'est ça. On part des données, on essaie de faire une construction d'un modèle à partir de nos données, qui vont nous générer des dynamiques simulées, dont on espère qu'elles sont assez proches des données qu'on avait initialement. Donc ça, c'est la façon qu'on a de pouvoir faire un modèle, et après, pour pouvoir faire de l'aide à la décision et de faire du prédictif. Le problème, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait un bon modèle, comment est-ce qu'on est sûr, comment est-ce qu'on a une bonne intuition que ce qu'il y a en sortie de notre modèle, ça a une bonne valeur. C'est des problèmes qui sont assez complexes. Alors, si on regarde un peu en détail ce triangle, quand on parle des données, on a une phase vraiment de ce qu'on appelle data processing pour pouvoir faire la construction de ce modèle. Ensuite, la deuxième phase, ici, pour pouvoir, une fois qu'on peut générer des dynamiques simulées, on a envie de savoir comment ça marche par rapport à notre modèle, c'est-à-dire comment se comportent les sorties de notre modèle par rapport à nos entrées. Est-ce que si je modifie un tout petit peu mes entrées, mes sorties vont complètement exploser? Est-ce que toutes mes données d'entrée ont un sens par rapport à ce que je vais générer? Et finalement, on veut pouvoir aussi faire de la calibration par rapport à nos données initiales. C'est-à-dire, est-ce que tous les paramètres que je vais avoir dans mon modèle sont utiles? Dans quelle gamme ces paramètres vont évoluer? Et on veut essayer d'avoir le modèle le plus parcimonieux possible, avec le moins de paramètres possible sur ce modèle-là. Donc il y a tout un tas de méthodes, comme vous voyez. Donc une fois qu'on a fait ce triangle-là et qu'on l'a répété potentiellement plusieurs fois pour pouvoir avoir un modèle satisfaisant, on peut avoir un modèle qui est donc du coup prédictif et peut nous aider à faire de la décision. Le problème, c'est que toutes ces méthodes dont je vous ai parlé ici sont très consommatrices de temps de calcul. C'est-à-dire qu'effectivement, elles existent, ça fonctionne, mais il faut souvent beaucoup de ressources de calcul pour pouvoir les utiliser, ce qui est fortement problématique. Heureusement, ces méthodes-là sont naturellement parallèles. C'est-à-dire que quand vous allez essayer de faire de l'exploration sur vos modèles, vous allez faire de l'exploration sur ces modèles, donc faire varier vos données d'entrée de vos modèles. Vous allez faire des réplications, parce que souvent on a des modèles qui sont stochastiques, donc pour des entrées données identiques, vous n'allez pas toujours avoir la même réponse de votre modèle. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que les expérimentations sont complètement indépendantes. Donc on peut
avoir c'est même plus que l'exposition, on sait que c'est complètement parallélisable, c'est-à-dire qu'on peut faire ces expériences de manière complètement indépendante. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que du coup, on va pouvoir déléguer ces calculs-là sur beaucoup de machines. Donc OpenMOL, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça prend vos modèles, donc les modèles que vous fabriquez, que vous fabriquez, ça vous met à disposition des méthodes qui permettent de faire de l'expérimentation sur ces modèles. Et dans un troisième temps, ça permet de déléguer tous les calculs et tout ce que vous allez vous poser comme question sur votre modèle sur des environnements massivement parallèles. Ça, c'est la présentation d'OpenMOL en 4 minutes. Donc si vous voulez juste avoir une idée de ce que ça fait OpenMOL, vous pouvez vous arrêter ici. Je vais juste aller un peu plus loin. Oui, je peux aussi vous dire que OpenMOL, c'est un logiciel qui est entièrement libre, donc vous pouvez le télécharger quand vous voulez. Quand je parle d'embarquer votre modèle, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir embarquer n'importe quel modèle. Donc ça veut dire, peu importe le langage de programmation que vous utilisez, pour peu qu'il soit libre, on doit pouvoir embarquer à peu près n'importe quoi, et ça doit pouvoir tourner sur n'importe quel environnement. D'accord ? Donc ça ne doit pas juste marcher sur votre propre machine, puisqu'elle est limitée pour pouvoir faire les calculs dont on a besoin. Elle produit un formalisme qui permet de faire de l'expérimentation sur vos modèles. Donc là, ce que vous voyez, c'est une vue du logiciel où on voit un certain nombre de tâches qui vont s'exécuter, et donc du coup, c'est le formalisme qui va pouvoir donner les méthodes dont vous avez besoin pour pouvoir faire dire de l'information et pouvoir expérimenter sur vos modèles. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et la troisième partie, c'est ça. Donc c'est la partie délégation de votre modèle à des environnements de calcul qui sont puissants. Donc là, pour vous donner une idée, quand vous avez un U, c'est votre ordinateur portable avec un seul processeur. Vous pouvez aller sur un serveur, donc là vous avez 20 à 50 processeurs qui vont rentrer en jeu, un cluster jusqu'à 200, et on a un environnement qui est encore plus gros, qui est la grille de calcul. Donc la grille de calcul, très rapidement, c'est l'échelle supérieure d'un cluster. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir de 200, 300, 400 processeurs en même temps, vous allez avoir l'échelle du dessus, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre en réseau, si vous voulez, des clusters. Du coup, vous allez avoir une puissance de calcul qui est à peu près infinie. Vous pouvez avoir, sur certains environnements, avoir 2000, 5000 processeurs en même temps. C'est quelque chose qui n'est pas facile, un environnement qui n'est pas facile à appréhender, mais c'est quelque chose qu'on fait très bien dans OpenMOL, c'est-à-dire qu'on arrive à aller sur ce type d'environnement très simplement. C'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas besoin de connaître la partie système de ça pour pouvoir exécuter ses calculs. Voilà, donc du coup OpenMOL c'est ça, c'est voir des modèles comme des boîtes noires, les utiliser peu importe quel que soit l'environnement de calcul, utiliser des méthodes pour pouvoir faire du data processing, de l'expérimentation sur les paramètres d'entrée, de l'analyse de sensibilité, de la calibration, et pouvoir le déléguer sur n'importe quel type d'environnement. Voilà, donc c'est en gros ces trois parties-là. Voilà, ça se développe depuis 2008. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Des questions ? Est-ce que ça a donné matière à brevet ? Alors, brevet, non. Par contre, les méthodes sont publiées. C'était matière à publication. Voilà. Mais des brevets, non, on ne fait pas trop ça, non. C'est-à-dire qu'on publie les méthodes, oui. Donc là, il y a de la littérature. Si vous allez sur le site, vous allez en trouver. Mais on ne brevette rien, non. À l'Institut des systèmes complexes, on essaie de développer des outils qui soient utilisables par le plus grand nombre, et on a on interprète notre mission comme la création de biens communs scientifiques. Donc, dans le logiciel libre, il n'y a pas de brevet lié. Enfin, déjà, les brevets au logiciel, ça n'existe pas trop, à moins de faire en France, hein, je veux dire, à moins de faire un logiciel fermé. Et donc, en plus, on a choisi non seulement de ne pas le fermer, mais de complètement l'ouvrir gratuit. Donc, ça fait partie des synergies qu'on essaie de faire. Et en général, les collaborations qu'on a avec des partenaires, qu'ils soient privés ou publics, autour de projets comme ça, c'est plutôt des gens qui ont un intérêt pour ce genre d'infrastructure, ont des besoins particuliers et disent on va aller avec vous pour avancer, accélérer le développement de ces genres de plateformes, et en même temps, en échange, vous nous aider un petit peu
l'adapter à certains besoins spécifiques. Et donc, souvent, on a des échanges sur ce projet ou d'autres, où des entreprises ou des organismes mettent chez nous des ingénieurs qui travaillent sur un tronc commun, qui reste libre et générique, et qui aide aussi, fait du transfert de compétences pour adapter à des besoins spécifiques. Je suis José Allois, je suis professeur de physique au laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain, qui est un nouveau laboratoire qui a la particularité de vouloir associer toutes les sciences et techniques ainsi que les sciences humaines et sociales au sein d'un même laboratoire. Donc nous avons une grosse équipe de physiciens, de biologistes, mais nous avons aussi des sociologues, des historiens et des géographes avec lesquels nous essayons de développer des questions de recherche qui intéressent, comme le nom du laboratoire l'indique, les énergies de demain, c'est-à-dire d'avoir une vision à long terme des questions de transition énergétique. Alors, parmi tous les sujets que l'on développe, je voulais juste vous présenter un sujet qui est développé en collaboration avec Bouygues Construction, puisque nos partenaires industriels s'intéressent beaucoup aux visions à long terme et en particulier à développer des synergies avec les sciences humaines et sociales. Donc ce sujet qui est développé avec Ariane de Bourdeau, qui est ma collègue sociologue, ce sujet concerne les développements de nouveaux dispositifs technologiques que sont les bâtiments à énergie positive, les réseaux intelligents. Dans ce contexte-là, nous nous posons comme question d'établir une collaboration entre les sciences humaines et d'établir une interface de modélisation mathématique. Là, je remercie les intervenants précédents parce qu'ils m'ont simplifié la vie, ce qui n'est pas du tout évident à l'interface entre modèles de type, disons, physicien des systèmes complexes et sciences humaines. Et puis, plus pratiquement, nous visons à analyser, à modéliser les pratiques énergétiques au sein des bâtiments qui devraient devenir autonomes du point de vue énergétique, donc qui seraient autonomes, ils ne le sont pas encore tout à fait, mais qui sont producteurs d'énergie, et ce, à diverses échelles territoriales, soit le ménage, le bâtiment, l'îlot, le quartier, etc., en se focalisant sur une analyse de la courbe de charge, c'est-à-dire la consommation totale d'énergie par un ménage, et d'essayer de la décomposer en usages qui peuvent être déplacés ou gérés. Par exemple, peut-on faire des reports d'usage, des partages de systèmes qui consomment de l'énergie, qui sont rendus ou pas possibles par de nouveaux dispositifs techniques que l'on qualifie très vite d'intelligents, mais le sont-ils vraiment, qui sont incorporés dans la gestion de ces bâtiments. Enfin, on vise à des questions beaucoup plus théoriques à l'interface, beaucoup plus académiques à l'interface entre sciences humaines et sciences dites exactes, c'est d'étudier l'émergence de possibles intelligences collectives dans ce type de système. Alors, qu'est-ce que c'est la courbe de charge? Vous avez ici un exemple de graphique habituel. Vous avez la consommation électrique enregistrée par les compteurs, puisque les compteurs deviennent intelligents et enregistrent les données. Ces données nous ont été fournies par Bouygues pour les constructions qu'ils ont faites à Energipass, qui sont des logements sociaux avec France Habitation. Et donc, vous avez plusieurs ménages, la consommation au cours du temps de plusieurs ménages. Et donc, ça, nous avons accès à ces données. La première question est, peut-on faire une analyse de ces données, voire une modélisation de ce qui se passe? Mais ça ne suffit pas, bien entendu. Ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de décomposer cette courbe de charge, cette courbe qui intègre toutes les consommations d'énergie, en pratiques humaines. Donc là, c'est la formalisation de la question théorique, c'est-à-dire, au fond, que font les gens quand ils consomment cette énergie et peut-on décomposer cette courbe en pratiques théoriques, donc la pratique A1, A2, A3, etc., qui auraient des profils différents au cours de la journée et qui auraient des déplaçabilités, des flexibilités différentes. Alors concrètement, comment on fait ça? On essaye d'établir des modèles où on aurait des déplaçabilités, donc on ferait une formulation mathématique du problème, comme mes camarades ont présenté précédemment, et on pourrait voir si certaines pratiques sont déplaçables ou partageables ou pas du tout. Donc, vous avez là toutes les pratiques classiques qui sont vraiment concrètes, s'éclairer, utiliser la télévision, le four, le micro-ondes, le lave-vaisselle, le lave-linge, etc., etc. Donc ça, c'est la question théorique que l'on se pose. Est-on capable de faire ça?
L'approche que nous avons avec Ariane, c'est donc d'avoir une approche ethnographique, c'est-à-dire d'utiliser le savoir-faire de nos collègues sociologues pour essayer de comprendre ce que font concrètement les gens dans leurs habitations. Et nous avons 2 types de territoires. J'ai déjà dit pour les logements sociaux Énergie-Pass, nous avons aussi un des sièges sociaux de Bouygues. Là, nous avons du tertiaire où ce sont des employés et ils ont un système intelligent de gestion du bâtiment. Et il s'agit de comprendre, mais que font, dans un cas, les habitants, les ménages des logements sociaux ou les employés de Bouygues lorsqu'ils sont en interaction avec des systèmes dits intelligents. Par exemple, dans les logements sociaux, on met à leur disposition des tablettes. Utilisent-ils la tablette pour être informés sur leur consommation, quelles informations ils ont envie d'avoir sur ces tablettes, etc. Évidemment, le système enregistre l'utilisation. Donc, nous avons à la fois accès aux études ethnographiques réalisées par nos camarades et en même temps, nous avons ce que le système enregistre. Donc, nous essayons de croiser ces 2 approches, à la fois constater ce qu'enregistrent les systèmes intelligents et ce que disent ou font les gens dans ces dispositifs. Et donc, comment nous construisons... Et enfin, une dernière approche que l'on est occupé à développer avec ma collègue Patricia Bordin, qui est géomaticienne, c'est d'avoir une approche de j'arrive jamais à le dire, territorialisation de ces pratiques, c'est-à-dire à quel niveau va-t-on pouvoir faire l'optimisation énergétique de ces bâtiments, c'est-à-dire est-ce que c'est au sein d'un bâtiment, au sein d'un îlot, au sein de tout un quartier, au sein d'une ville, se pose cette question qui n'est pas du tout évidente. Donc on voit que c'est un mélange de questions à la fois théoriques et très pratiques, pragmatiques, qui intéressent évidemment les industriels et qui pour ça nous donnent accès, c'est ce que disait Hervé Zwirn tout à l'heure, ils nous donnent accès à des données auxquelles on n'aurait pas accès, qui nous permettent de faire ces études croisées. Alors comment on a établi l'interdisciplinarité? Je ne sais pas si vous arrivez à lire ce schéma, il est un peu théorique, mais en fait nous avons décidé de partir du socle de ce que savent faire des savoirs et des méthodologies développées par nos collègues de sciences humaines, c'est-à-dire nous ne mettons pas la modélisation en surplomb ou en a priori, on reste en collaboration, on démarre d'abord des savoir-faire de nos collègues pour remettre les pratiques et les usages de consommation au centre des questions, et puis ensuite on développe une collaboration. Vous avez d'une part de la modélisation de type système complexe, pour faire simple. Et puis nous avons nos collègues de l'université Pierre et Marie Curie, le laboratoire des systèmes intelligents et de robotique, qui se posent des questions d'intelligence artificielle. Et donc se pose la question, que doit-on déléguer à l'intelligence artificielle développée dans ces bâtiments? Et quelle est la part que l'on doit déléguer aux usagers? Et quelle est l'interrogation que l'on forme, que l'on laisse libre, que l'on donne aux usagers? Pour le moment, elle est quasi nulle. Parce que l'a priori des ingénieurs est que les systèmes seront suffisamment intelligents et ils fonctionneront quoi que fassent les gens. Ça, c'est une vision très optimiste d'ingénierie qui n'est pas observée sur le terrain, bien entendu, puisque les gens sont pleins de créativité et ils ne font jamais ce à quoi on s'attend. Donc voilà, je voulais juste vous donner un exemple où, au sein du laboratoire, nous essayons de combiner des approches sciences et techniques, sciences sociales et humaines, dans le cadre d'un projet de recherche avec un partenaire industriel. Une question sur ce sujet qui est évidemment passionnant pour une entreprise comme Bouygues. En termes d'application, c'est une entreprise internationale. Donc, comment ce type d'approche, après, va s'internationaliser quand Bouygues fait aujourd'hui une grande partie de son chiffre d'affaires ailleurs? La réponse courte est je ne sais pas, parce que je ne suis pas représentant de Bouygues Construction. Et donc, la réponse un peu plus longue, c'est qu'on n'a pas accès aux informations stratégiques d'un grand groupe industriel. Donc, nous, on s'intéresse à des cas très concrets que l'on peut étudier dans la région parisienne ou dans la région de Villeneuve-d'Ascq. Donc après, bien sûr, Bouygues a un grand intérêt pour ce genre d'études, mais ils ne vont pas nous dévoiler leur stratégie industrielle. Donc il ne faut pas être naïf quand on travaille avec des grands groupes industriels. Donc ils nous donnent accès à une série de données qui nous permettent de commencer un travail à la fois académique et appliqué. Et eux sont très intéressés par les résultats, mais ils nous en diront peut-être pas plus. Donc il faut pas... Quand on travaille avec un groupe industriel... les chercheurs reçoivent qu'une infime partie des informations stratégiques du groupe, bien entendu. Je pose une question d'ethnologie de la recherche en train de se faire. Oui. Et au quotidien, dans vos collaborations entre Patricia Bordin sur la géomatique, vous, physiciens, les sociologues, les ethnologues, ainsi de suite, au quotidien,
vous posez les questions en termes disciplinaires ou en termes de problèmes et de problématiques? Moi, j'ai jamais travaillé dans un laboratoire monodisciplinaire, donc je ne sais pas ce que c'est un travail de recherche monodisciplinaire. Donc on ne se pose pas de questions épistémologiques, on se pose des questions pragmatiques. Donc direct. Le laboratoire a été créé pour qu'il y ait un dialogue permanent et constant autour de la machine à café entre chercheurs de sciences sociales, physiciens, biologistes, historiens, etc. Donc on part des questions scientifiques qui concernent des problèmes compliqués. Les problèmes d'énergie sont toujours des problèmes compliqués qui intègrent des tas de questions. Et à peu près toutes les disciplines scientifiques ont quelque chose à dire sur ce type de problème. Et puis on entame le dialogue, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez raconter. Je demande à ma collègue qu'est-ce que vous pouvez faire ou raconter là-dessus. On est très impatient pour faire de la modélisation, mais on garde la modélisation sans a priori, parce qu'il y a l'autre méthode plus exploratoire où des physiciens inventent le monde ou inventent des modèles, des expériences de pensée qui pourraient se révéler être intéressantes. Ça, ce n'est pas mon approche. Mon approche est beaucoup plus pragmatique. Je pars des discussions avec mes collègues et puis on élabore ensemble des programmes de recherche. Je voudrais poser une question assez matérielle, qui est peut-être un peu incorrecte. C'est, au fond, est-ce que les termes de l'échange entre les différentes entités et pour chacun des chercheurs impliqués, est-ce que les termes de l'échange sont équitables? Est-ce que les gens sont bien payés d'une certaine façon, au niveau évidemment de la rémunération du labo, et au niveau aussi de leur intérêt? Par exemple, l'historien qui travaille là-dessus, il vous aide à résoudre votre problème, c'est toujours passionnant quand ça marche, mais finalement, est-ce que lui ensuite va pouvoir en tirer quelque chose, par exemple, faire une publication qui sera publiable dans une revue de rang A dans sa discipline? La réponse est oui, c'est-à-dire nous construisons des programmes de recherche où chaque discipline vient avec ses propres questions et développe ses propres savoirs. Alors je vois qu'il y a Mathieu Arnoux, qui est mon collègue médiéviste, qui trépigne d'impatience de répondre aussi. Voilà, étant l'historien en question, je ne sais pas bien quel est le résultat. Il me vaut, je dirais, des regards curieux et inquisiteurs de la part d'une partie de mes collègues proprement historiens. Donc c'est vrai que pas de cadre pour le moment académique parfaitement stabilisé pour les recherches interdisciplinaires. Ceci dit, d'une certaine manière, j'ai terminé ma carrière, donc, et je pense que José en est pas très très loin non plus. Donc l'important, c'est qu'on s'amuse d'une certaine manière, et je dirais que c'est la garantie qu'on va peut-être trouver des choses intéressantes. Alors, mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème, par contre, pour des jeunes, non, parce que les problèmes... Pas tout à fait. Alors, je te laisse parler. Parce qu'en fait, dans une vie antérieure jusqu'en 2011, j'étais à l'interface entre la biologie des comportements sociaux, la robotique et l'intelligence artificielle. Et donc là, quand on développe ce type de programme, en fait, les biologistes publient des publications de biologie avec peut-être une approche originale et des résultats inattendus, c'est-à-dire avec des techniques qui ne sont pas utilisées en général en biologie, enfin, quoique c'est devenu très standard de nos jours. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, Ariane et Patricia vont vont faire des publications de sociologie et de géomatique comme il se doit. Et puis on aura des publications peut-être de modélisation plus théorique qui seront dans des journaux plus sciences dures, disons, je ne sais pas quel terme utiliser. Et puis il y aura des publications plus difficiles à caser parfois, qui sont des publications hybrides où on a les deux approches dans le même article. Et donc, dans le cadre qui nous concerne en histoire, je pense que tu vas continuer à faire des publications en histoire, que moi je continuerai à faire des publications de modélisation, et puis qu'il y aura une interface entre les deux. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire on se base sur le socle de chacune des disciplines, et puis on construit des ponts, et on répond à des questions tout à fait concrètes qui donnent un sens, qui ont un sens du point de vue scientifique, qui ne sont pas que théoriques ou épistémologiques. Moi, je voulais continuer dans le même sens. Je trouve que vous avez un très beau modèle épistémologique, et j'ai relevé un bon anthropologue, en réalité, 2 ou 3 éléments qui fait que ça fonctionne. Moi, je travaille aussi en pluridisciplinaire depuis tout. J'étais même prof en école d'agriculture, et quand je suis passé à la Sorbonne, il y a des profs qui m'ont dit « Regardez où va la culture », parce que je venais de l'agriculture, qui n'était pas très gentil pour l'agriculture. Mais le point intéressant, c'est que j'ai remarqué que pour que ces modèles-là fonctionnent, premièrement, il faut effectivement partir des questions pragmatiques.
Si on ne part pas du pragmatisme, on ne peut rien faire ensemble. Absolument. Mais il y en a une deuxième très drôle qui vient d'être citée, que j'avais remarqué aussi, c'est que ça marche si on est en fin de carrière. C'est-à-dire que là, on a moins la pression des pairs. Mais troisièmement, j'ai remarqué, je suis très d'accord avec vous, en réalité, chacun a une autonomie relative, disciplinaire. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on travaille beaucoup avec des économistes très macro qui fonctionnent à 20 ans. Ou avec des épidémiologues qui fonctionnent avec 40 000 personnes. Vous voyez bien que nos 20 personnes dans la salle de bain, c'est invisible pour eux. Donc l'enquête qu'on fait comme anthropologue, exactement comme votre collègue, c'est une belle enquête ethnographique. Elle est ethnographique pour mais la publier. Et on va réfléchir à partir des questions pratiques, qu'est-ce qu'on va réduire de tout ce qu'on a raconté, tout ce qu'on a trouvé, pour le mettre dans le pot et apprendre des gens qui font de l'automatique ou des gens qui font de la prospective ou tout ce qu'on voudra. Qu'est-ce que nous, on peut tirer de ça ? Après ça, la rétribution, effectivement, ça c'est... On trouve un tas de rétributions en réalité. Mais pour moi, l'enjeu de la bataille aujourd'hui, c'est des gens proches de la retraite, entre guillemets, ou qui ont au moins un groupe de pairs, d'arriver à imposer qu'on ait une épistémologie pragmatique et inductive en réalité. Elle est là. Alors moi, je ne suis pas d'accord sur le point de... Je vais juste être très bref dans cette réponse. Oui. Alors très rapidement, et puis après, ce sont aussi des dialogues que vous pourrez avoir, parce qu'ils reflètent aussi l'activité du champ scientifique. Donc je vous laisse répondre en 2 mots. Je prends une dernière question, une réponse en 2 mots. Je ne suis pas d'accord sur l'histoire d'être à la... D'abord, je ne suis pas proche de la retraite, j'ai 25 ans. Mais ensuite, je ne suis pas du tout d'accord avec ce point de vue-là. C'est-à-dire, moi, je fais de l'interdisciplinarité depuis que je suis étudiant en master. Donc c'est tout à fait faux, ce point de vue-là. C'est-à-dire, il faut avoir un peu de courage, certes, mais il faut construire des projets qui font sens dans toutes les disciplines impliquées. Si vous faites un projet à l'interface entre la biologie et la physique, il faut qu'il y ait des réponses en biologie et il faut qu'il y ait des questions intéressantes en physique. Une fois que vous avez fait ça, que vous ayez 18 ans ou 65 ans, ça ne change rien. Vous aurez des publications en biologie et en physique. Et puis des publications hybrides. Donc cette histoire de retraite, il faut arrêter, c'est pas vrai. Sans pas forcément rentrer dans la question intergénérationnelle de chercheurs, justement par rapport, enfin le lien avec les entreprises, moi autour du témoignage que vous faites et des réactions, se pose la question du financement, enfin de l'accès et aussi de la valorisation de la recherche autour de la publication. Ce qui, enfin moi en tant qu'entrepreneur qui voit à peu près 5 ou 6 sujets de recherche par jour émerger de ma pratique professionnelle auprès de mes clients, je me dis quels sont les sujets sur lesquels je vais réussir à convaincre des chercheurs de travailler dessus. Et ma question à la fin, c'est qui décide finalement du fait qu'un sujet est percutant, intéressant, qui peut être subventionné par la recherche, etc. Et ça, en tant qu'entrepreneur, moi, j'ai aucune lecture de ça, parce que moi, je ne parle qu'à des clients qui sont capables de me payer si je leur apporte des bonnes solutions, ou en tout cas des solutions enrichies de la recherche sans doute, mais à la limite, ils le verront presque pas forcément. Par contre, comprendre pourquoi les chercheurs s'intéresseront à mes sujets ou pas, qu'est-ce qui feront qu'ils pourront se le faire financer, etc. Ça, j'ai aucune lecture de ça, et je pense que ça, si vous pouvez me... Alors, c'est peut-être un peu compliqué, mais voilà. Alors, je n'ai pas de réponse générale à ça. Il se fait que c'est une rencontre qui se fait, et de la même manière qu'il y a des questions intéressantes qui émergent entre disciplines, avec mes collègues de sciences humaines et moi-même, il y a des questions qui émergent quand on rencontre des industriels et qu'on n'est pas a priori fermé, ce que certains collègues peuvent être, à juste titre d'ailleurs, fermés aux collaborations avec l'industrie. Donc il y a des rencontres qui se font de manière parfois surprenante ou pas. Il se fait que Bouygues est dans le conseil scientifique du laboratoire, et donc ils ont un intérêt a priori de la démarche que nous développons. Et puis après, on discute avec eux, concrètement, qu'est-ce qui vous intéresse, etc. Nous avions Ariane qui travaille depuis longtemps sur cette question, et on est en manque de données. C'est très difficile, on ne peut pas faire d'expérience sociologique, les démonstrateurs, on n'y a pas accès, etc. Donc nous, notre demande à Bouygues, elle est très simple. OK, ça vous intéresse, mais nous, on a besoin de données. Est-ce que vous nous donnez accès à vos données? Alors c'est un groupe industriel, ça prend un certain temps non négligeable pour trouver un accord. Et puis, une fois qu'ils ont bien compris les questions que l'on se pose et qu'on a bien compris leur intérêt, ils nous donnent accès aux données, il y a un contrat qui est fait, et puis on travaille avec les contraintes habituelles que l'on a avec les groupes industriels de confidentialité, de contrôle des publications a priori, etc. Mais ça, c'est habituel. Mais il y a des sujets très... Bon, en fait, là, je ne suis pas très focalisé petite entreprise, je suis désolé, mais les grands groupes industriels ont des centres de recherche gigantesques et font de la veille technologique et de la veille stratégique. Et j'ai un contrat précédent avec un grand groupe cosmétique leader mondial dont le siège est à Paris.
qui invitent des chercheurs pour les écouter et puis pour leur poser des questions. On leur parle, vos recherches nous intéressent, culture générale, et puis leurs scientifiques posent des questions aux chercheurs. Et moi, on m'a posé une question sur la biologie du cheveu, qui s'est révélée être une question absolument passionnante du point de vue de recherche fondamentale et qui intéressait ce groupe industriel dont vous avez peut-être deviné le nom. Donc ça, c'est des rencontres un peu amoureuses, entre guillemets, si j'ose employer ça. On va terminer. Juste deux dernières interventions et après, je termine vraiment. Je laisserai la parole à Hervé Svin pour la conclusion. Je voudrais simplement compléter un petit peu la réponse à la question. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour nous d'interagir avec les grands groupes parce qu'il y a une visibilité, parce qu'effectivement, ils ont des moyens d'interagir avec nous que n'ont pas les petites structures. Ils nous invitent assez régulièrement, on travaille avec eux, on présente ce qu'on fait. C'est assez facile. Quand EADS vous invite, en général, vous y allez. Aucun problème. Ça ne veut pas dire que derrière il va se passer des choses, mais en tout cas, vous y allez. C'est intéressant de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Maintenant, ce problème d'intervisibilité, il est assez général, c'est-à-dire que la recherche publique a beaucoup de mal à avoir de la visibilité sur ce qui se passe dans le tissu socio-économique, et ce tissu a beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe dans ce milieu-là. Donc c'est pour ça aussi que l'Institut des systèmes complexes a été pensé, a été créé. C'est pour ça qu'il est piloté de façon un petit peu différente d'une structure de recherche publique habituelle. Il est beaucoup plus réactif, beaucoup plus flexible. Donc David Chavalarias pourrait certainement dire beaucoup plus de choses là-dessus. Mais pour moi, c'est typiquement un lieu de rencontre possible, mais pour ça, il faut que les gens viennent. Et donc l'Institut a été pensé comme un lieu ouvert à toutes les disciplines scientifiques, mais aussi au monde socio-économique, aux citoyens, aux entreprises, avec l'idée que des gens arrivent avec des savoir-faire, des questions et surtout un appétit de savoir ce que font les autres et pas forcément dans un intérêt uniquement général. Vous l'avez bien compris, tout ce que fait l'Institut du système complexe est complètement ouvert. C'est l'idée de construire un bien public, un bien collectif, quelque chose qu'on puisse partager, auquel chacun puisse contribuer. Évidemment, en tirer des choses individuelles, c'est fondamental. Mais donc, moi, je vous encourage tout à fait à fréquenter ce lieu. C'est vraiment un lieu qui est ouvert et qui a été pensé comme ça pour rencontrer des gens qui sont complètement différents. Je pense que José, tu diras pas. C'est pensé vraiment d'une façon très particulière. On alimente à la fois la recherche publique et aussi ce tissu d'interaction. Mais ces interactions ne peuvent perdurer que si on les alimente. Et il faut vraiment que ça vienne de la base, quoi. Voilà, il faut qu'il y ait des aspirations individuelles. Merci. Je suis là pour parrainer un certain nombre de structures qui, elles, n'ont pas ces moyens. Et par contre, dans la préoccupation, une préoccupation plus éthique qui vise à mettre l'individu peut-être au centre des préoccupations. Et donc, la question que je me pose, c'est finalement comment ne pas faire avec le big data du big brother, mais peut-être plutôt du little brother, donc donner la capacité à chacun de maîtriser des informations. Donc, c'est une question comment on peut rendre le complexe plus accessible à l'utilisateur et par là même aux startups qui vont aider l'utilisateur. Un tout petit témoignage. Bonjour, je travaillais au Centre francilien d'innovation. Un exemple d'entreprise qui a pu bénéficier des travaux de laboratoire sans rien payer, ça arrive aussi. Pourquoi ? Parce que les données intéressent le laboratoire. Donc il y a des modes de coopération assez variés. En l'occurrence, c'était du prêt solidaire. Sur du prêt solidaire, il y a de la data. L'entreprise se pose des questions sur sa segmentation. Il y a un labo qui travaille à du data mining. J'étais un peu frustrée, moi, qu'il n'y ait pas une approche un peu ethnologique pour essayer de trouver de la segmentation par les usages en complément et essayer de vérifier que tout ça est juste. Mais pour vous dire qu'il y a aussi des besoins très concrets des entreprises, y compris des startups, et que parfois ça peut intéresser les labos. Alors les connexions sont variées, et je pense qu'on va en parler.